est 22h15, merci de nous rejoindre dans Week-end Direct. On va parler de ces étudiants mobilisés pour dénoncer le sort des Palestiniens à Gaza et qui pour cela ont décidé de bloquer leurs écoles. La journée a encore été mouvementée, les forces de l'ordre ont dû intervenir pour évacuer les militants pro-palestiniens de Sciences Po Paris. Idem à Lyon, sujet signé Emeline Darcourt, Théo Touché, avec Olivier Jouglard et Marine Kijek. Aux abords de Sciences Po Paris, des étudiants encadrés de forces de l'ordre alternent les slogans de soutien à la Palestine. Depuis hier soir, la direction de Sciences Po Paris a reçu à plusieurs reprises une délégation d'étudiants, sans résultat. Les étudiants ont réitéré leur volonté de poursuivre l'occupation tant que leurs revendications ne seraient pas satisfaites. En conséquence, comme d'autres directeurs d'IEP, Jean Basser a demandé l'intervention des forces de l'ordre pour faire évacuer les étudiants. La direction mesure la portée de cette décision difficile et regrette vivement que les multiples tentatives de dialogue n'aient pas permis de l'éviter. Une intervention des forces de l'ordre évitée jusqu'ici et qui scandalise les étudiants. Les CRS, eux, ils nous ont pris, nous ont traînés sur le sol sur plusieurs mètres. Donc on a une mobilisation pacifique des étudiants qui malheureusement se sont fait virer par la police. On trouve ça aussi scandaleux que la police puisse rentrer sur nos lieux d'études. Du côté de la préfecture, la fermeté est assumée. Les blocages ne sont pas possibles et lorsque nous sommes requis, nous intervenons. Nous sommes très présents pour encadrer les manifestations quand elles se déroulent bien et y mettre un terme lorsqu'elles sont génératrices de troubles à l'ordre public. Même demande de la direction de Sciences Po Lyon. En milieu de matinée, la police investit l'établissement. En sortant, les étudiants font entendre leur cause. À Lille, l'IEP n'a pas été bloqué du fait d'une forte présence policière aux abords de l'établissement. Après discussion avec les représentants étudiants, le directeur de Sciences Po Lille se veut confiant quant à la tenue des examens. Les étudiants sont aussi assez anxieux face à ces examens. Et donc les mesures qui ont été prises aujourd'hui sont des mesures de présence, certes, de la police dans le périmètre de Sciences Po Lille, pas à Sciences Po Lille. L'école supérieure de journalisme de Lille a quant à elle été bloquée. L'ESJ Lille dénonce un blocage réalisé selon eux par un groupe de personnes extérieures à l'établissement. Et avec moi en plateau ce soir, Hubert Launois. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes étudiant à Sciences Po Paris. Vous avez participé au blocus. À vos côtés, Gwen Thomas-Alves. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes porte-parole de l'Union syndicale lycéenne et vous avez soutenu les étudiants comme Hubert. De l'autre côté de la table, Mathis Dupuis. Bonsoir. Mathis, élu du collectif La Cause étudiante à la Sorbonne. Vous êtes opposé au blocage. Et Jean-Sébastien Ferjou, directeur de la publication Atlantico.fr. Bonsoir Jean-Sébastien. Hubert, vous êtes étudiant à Sciences Po. Qu'est-ce qui se passe lundi? Il y a des examens qui débutent. Vous faites quoi? Est-ce que vous allez faire une pause? Est-ce que vous allez perturber ces examens? Alors, c'est pas moi qui décide. Moi, je suis ni représentant ni même membre du comité Palestine. Je suis comme beaucoup d'étudiants à Sciences Po qui voient les actions qui sont mises en place par le comité Palestine, qui les soutient et qui parfois y participent. Et je pense qu'on est de plus en plus nombreux à le faire. Alors, il y a eu, comme vous savez, aujourd'hui, il y a eu l'expulsion par la force, par la police, des étudiants qui étaient mobilisés dans l'université. Je pense que ce qui doit être décidé le sera démocratiquement par les camarades mobilisés et j'ai pas de consigne à leur donner. Vous souhaitez quoi? Vous souhaitez poursuivre le combat lundi, jour d'examen? Je pense que le combat, il doit être mené, les modalités selon lesquelles il doit être mené doivent être décidées ensemble pour que les revendications soient enfin acceptées par l'établissement. Il faut quand même dire que sur le... Vous ne répondez pas à ma question, Hubert. Lundi, vous souhaitez faire quoi? Est-ce que vous souhaitez bloquer à nouveau ou pas? C'est pas moi qui décide, donc c'est pour ça que je vous réponds que moi je verrai ce qui se passe et je serai toujours du côté de ceux qui défendent la cause palestinienne, mais c'est pas moi qui décide. Donc je suis pas l'instigateur de ces mobilisations-là. C'est des mobilisations qui ont émergé spontanément. Mais vous pouvez aussi avoir des limites, vous dire non. Alors de là à perturber les examens, ça je le ferai pas. Enfin voilà. Moi j'aimerais bien surtout que ce qui ne perturbe pas ce qui est lieu, c'est que la direction accepte le dialogue et rentre vraiment dedans cette fois-ci, puisque la dernière fois, ils ont fait une promesse de dialogue, mais lors du town hall, lors de la réunion, c'était une véritable fraude cette réunion, ils n'ont avancé sur rien, ils ont renoncé à leur proposition d'engagement, ils ont refusé qu'il y ait une commission d'enquête sur les partenariats, et ils se sont juste engagés à ce que, s'il y avait besoin, ils renverraient la police, c'est ce qu'ils ont fait, donc c'est très décevant, et je pense qu'il faut qu'il y ait un espace de dialogue qui émerge, et que tous les moyens pacifiques sont bons pour y parvenir. Mathis Dupuis, comment ces blocages vous impactent? Vous êtes étudiant à la Sorbonne. C'est marrant parce que vous parlez de démocratie, mais en quoi les AG sont démocratiques?
Alors, excusez-moi, est-ce que vous pouvez nous parler des impacts concrets pour vous, étudiants qui ne bloquez pas? Les impacts concrets pour les étudiants qui ne bloquent pas, c'est qu'on se retrouve privé de nos établissements de scolarité. Je pense particulièrement aux étudiants handicapés comme moi ou aux étudiants précaires qui aujourd'hui ne peuvent plus préparer leurs examens, ne peuvent plus, quand les établissements sont bloqués, faire leurs examens aménagés. Il faut savoir aussi que pour quelqu'un handicapé, les examens sont déjà très difficiles à préparer, très difficiles à faire. Si en plus ils ne peuvent même pas y accéder, vous imaginez même pas le stress que c'est. C'est très difficile. Je suis d'accord, mais pour l'instant, il y a juste eu 2 jours de cours sur l'année qui ont été perturbés par les blocages à Sciences Po. Je pense qu'il ne faut pas non plus aggraver ça. C'est combien de 2 jours pour vous? Mais non, mais c'était 2 jours sur une fin de semaine à Sciences Po où c'était une semaine de rattrapage. Après, c'est vrai que ça provoque du stress, pour le coup, pour avoir parlé avec plusieurs étudiants, dont des étudiants de Sciences Po. Pour ceux qui ont envie de réviser, c'est compliqué en ce moment. C'est un stress supplémentaire. Non, mais je comprends. Après, je pense pas qu'on découvre aujourd'hui les principes du blocage en 2024. Je pense que citez-moi 5 ans durant lesquels il n'y a pas eu un seul blocage à Sciences Po. Il y en a eu toujours depuis mai 68, aux différentes réformes, pour que les étudiants s'engagent. Mais non, mais aujourd'hui, ceux qui bloquent, c'est l'administration qui ont refusé le dialogue. Et le blocage a permis la dernière fois d'élargir l'espace de débat en permettant qu'il y ait un temps de dialogue. Donc c'est un mouvement qui est légitime et qui est juste. Jean-Sébastien, je voudrais qu'on regarde ensemble un tweet de Jean-Luc Mélenchon. J'assume un devoir d'apologie de l'engagement militant de la jeunesse contre les génocides en cours à Gaza. J'invite tous ceux qui le peuvent à se joindre à eux et à les soutenir moralement et matériellement. Il invite donc à ce que ce mouvement se poursuive. Soutenir la cause palestinienne moralement, ça c'est évidemment parfaitement respectable, c'est même souhaitable parce que personne ne doute de la tragédie que vivent les civils palestiniens. Après, le mot génocide, au-delà des querelles juridiques, d'ailleurs qui ont été tranchées, la Cour de justice internationale et sa présidente l'a confirmé dans une interview à la BBC la semaine dernière, l'interprétation qu'en fait Jean-Luc Mélenchon, elle est fausse, ça ne correspond pas à l'arrêt qui a été... Elle n'a pas dit ça. Hein. Si, c'est ce qu'elle a dit, elle l'a dit très clairement sur la BBC, il n'y a pas de génocide en cours à Gaza. Les Palestiniens ont évidemment le droit d'être défendus, mais il n'y a pas ni même de plausibilité de génocide en cours à Gaza. Mais pourquoi ce mot-là, il est si important? Parce que le génocide, c'est quoi dans la conscience occidentale? Forcément, depuis la Deuxième Guerre mondiale, c'est le mal absolu. C'est une évidence que c'est le mal absolu. Vouloir détruire un peuple pour tout ou partie intentionnellement, évidemment que c'est le pire des crimes qui puissent exister. Donc quand vous accusez du pire des crimes qui existent, mécaniquement, vous désignez celui qui le commettrait comme le coupable absolu, celui qui se rend coupable du plus grand mal possible. Est-ce qu'on négocie avec Hitler? Non, on le détruit. Et donc c'est ça que Jean-Luc Mélenchon dit. Derrière ce mot génocide, la rhétorique qui est employée, c'est en réalité un message crypté pour parler de la destruction d'Israël. Ça ne veut pas dire que tous les militants qui se soient mobilisés pour les Palestiniens souhaitent ça. Loin de là, moi je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, de bonne foi, pensent que ce qu'ils font est utile pour les Palestiniens. Mais je vous posais la question un peu plus tôt dans la journée, elle n'avait pas répondu d'ailleurs. En quoi empêcher, par exemple, que les examens se tiennent lundi changera quoi que ce soit au sort des Palestiniens? Il me semble que Joe Biden fait pression sur Israël pour obtenir un cessez-le-feu. Les États-Unis livrent des armes et des munitions à Israël. S'ils décidaient d'arrêter de le faire, Israël tiendrait quelques semaines tout au plus dans l'environnement géopolitique qui les tient. Si Joe Biden n'y parvient pas, pourquoi est-ce que l'annulation d'un examen à Sciences Po y parviendrait? Est-ce que les lycées pourraient rentrer dans la danse, Gwen Thomas Alves? Bien sûr, nous c'est ce qu'on appelle, on appelle une convergence entre les étudiants et les lycéens pour qu'on puisse faire front face à ce qui se passe aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'on appelle le blocus lundi et mardi pour un cessez-le-feu et la reconnaissance de l'État palestinien. Et pour vous répondre... Et la libération des otages peut-être? Évidemment que la libération des otages israéliens... On dire, ça va mieux en le disant. Mais on le dit à chaque fois, on le dit, il n'y a pas de problème. La libération des otages, la libération des prisonniers palestiniens... Vous venez de faire la phrase et vous n'avez pas dit. Mais non, mais j'ai aucun mal, moi, à condamner les attaques terroristes du Hamas. J'ai aucun mal à dire qu'il faut libérer les otages et les prisonniers palestiniens. Mais ça va toujours mieux en le disant. Et ben voilà, comme ça vous l'avez eu. Et ensuite, pour répondre à votre question, c'est par la mobilisation qu'on gagne des choses. C'est ce qui s'est toujours passé avec les mouvements sociaux. Et donc c'est là ce qu'on va essayer de prouver encore une fois. C'est la réforme des retraites. D'ailleurs, ça n'a pas marché. Bien sûr, mais ça a marché avant. Pour le conflit qui se passe à quelques kilomètres de la France. Évidemment, mais c'est pas seulement une mobilisation qui est en France, c'est une mobilisation qui est internationale. On a vu des campus aux États-Unis qui se sont mobilisés, qui continuent à se mobiliser, qui sont durement réprimés. On a vu des campus partout dans le monde, à Tokyo, à Sydney, etc. Et on se mobilise tous ensemble. C'est un mouvement internationaliste. Eh bien, dans un instant, justement, on ira aux États-Unis, on ira voir comment on se mobilise là-bas, on ira également en Grande-Bretagne, et puis on verra si concrètement, ça peut changer la donne pour les Palestiniens de Gaza. À tout de suite.
Et on poursuit avec les mobilisations des manifestants pro-palestiniens qui bloquent leurs écoles. Nous sommes avec Sarah, secrétaire des jeunesses communistes de Lille. Vous êtes étudiante à l'ESJ. Finalement, nous n'avons plus Sarah. Quelle suite pour le mouvement? Ce qu'on disait tout à l'heure, Gwen, c'est que ce mouvement pourrait s'étendre au lycée. On est au mois de mai, à quelques mois du bac. Là Bien aussi, sûr, oui. ça ne va pas plaire à tout le monde. C'est dans un mois et demi les premières épreuves du baccalauréat. Et encore une fois, nous, tous les blocus sont votés en assemblée générale. Mais la question n'est pas de savoir si les élèves vont rater des cours ou non. Enfin, il y a une réalité qui est qu'à Gaza, il n'y a plus aucune université. Pour certains, c'est important parce qu'il y a des personnes qui préféreraient, par exemple, débattre plutôt que de bloquer sur ce sujet. Mais ça fait 7 mois qu'on débat là-dessus et qu'il se passe toujours rien et qu'il y a toujours 35 000 personnes qui ont été tuées dans la bande de Gaza. À Gaza, c'est certain, il n'y a plus aucune université. Donc toutes les personnes qui souhaitaient aller à l'université pour pouvoir s'instruire et pouvoir... En quoi ça concerne nos étudiants qui ont besoin de passer leurs épreuves? On parle de liberté d'enseigner. C'est pas mon problème. Hein. Moi, en tout cas, ce que je considère, c'est qu'on est des êtres humains. Il y a 35 000 personnes qui ont été tuées dans la bande de Gaza et que c'est important de pouvoir se mobiliser. On peut être attristé et trouver que c'est horrible ce qui se passe à Gaza. Pas de souci. D'accord, en effet. Mais ça, en quoi il faut mettre un conflit localisé dans nos universités, dans nos lycées, et dire aux étudiants qui ont besoin de leurs établissements, vous viendrez plus tard pour vos épreuves. De toute manière, c'est pas grave. Eux, ils meurent. Donc, de toute manière, nous, c'est pas important. Hubert. Non, mais on peut être attristé, mais on peut aussi s'engager. Et si aujourd'hui, ce qui vous choque plus, c'est les infractions au règlement intérieur et pas l'infraction au droit international caractérisée par les massacres à Gaza. C'est pas ce que dit Mathis. C'est pas ce qu'il dit. On dit juste que la fin justifie certains moyens, justifie les moyens pacifiques, pas tous les moyens. Mais que si ce qu'on peut faire pour interpeller les politiques, c'est mettre la pression, juste précariser les précaires, là, pour ça a marché parce que ça a déjà eu lieu. Il y a eu un dialogue qui a été imposé à Sciences Po et qui a pu avoir lieu dans des conditions mauvaises, mais en tout cas, le combat était légitime et juste puisque la direction a accepté dans un premier temps un dialogue. Ce qu'on veut continuer à imposer, c'est ça. On veut permettre qu'un dialogue ait lieu. Et donc, on ne peut pas mettre du même côté ceux qui utilisent la force pour empêcher que le dialogue ait lieu en faisant venir la police et ceux qui mettent la pression précisément pour que le dialogue ait lieu. Jean-Sébastien. Mais la fin, c'est quoi? Parce qu'un cessez-le-feu, oui, bien sûr, tout le monde comprend l'intérêt d'un cessez-le-feu à un instant T. Mais si on se projette dans le temps, il se passe quoi? Vous avez un Hamas qui a répété à de multiples reprises, après le 7 octobre, qu'il recommencerait dès 7 octobre, dès que l'occasion lui serait permise. Vous avez un Hamas qui, après le 7 octobre, a dit, dans la voix, me semble-t-il, à l'époque de Khaled Meshal, qui est l'un de ses dirigeants, qui se réjouissait d'un holocauste de sang palestinien parce que ça allait revitaliser la cause. Vous avez un Hamas qui est guerrier. Vous avez un Hamas qui ne veut rien négocier, qui n'a d'ailleurs toujours pas libéré les otages civils. Donc, si on se projette dans le temps, il se passe quoi? Vous avez un cessez-le-feu et derrière, si vous étiez israélien, vous feriez quoi? Vous feriez quoi quand vous vivez à côté de quelqu'un? Je ne vous parle pas des Palestiniens, je vous parle du Hamas, spécifiquement du Hamas, qui ne pense qu'à vous tuer, qu'à vous détruire et qu'à éliminer la présence juive dans la région, enfin dans le territoire historique de la Palestine, que se partagent Israël et la Palestine. Donc si on se projette dans le temps, après un cessez-le-feu, il se passe quoi? Hubert, très rapidement, après on va voir Sarah. Le droit international donne des pistes, et déjà s'il y avait le respect des résolutions 181 et 242 de l'ONU qui demandent respectivement qu'il y ait la création de deux États. Respecte le droit international, que la République islamique d'Iran qui finance le Hamas. En quoi bombarder les civils va permettre de lutter contre le terrorisme? Ceux qui aujourd'hui bombardent les civils plantent les graines du terrorisme de demain parce qu'ils créent du ressentiment, ils créent de la haine et ils empêchent les conditions de la paix future. Donc il faut lutter contre le terrorisme, mais en commençant par lutter pour la paix. On va aller voir comment ça se passe du côté de Lille. Sarah, vous êtes secrétaire des jeunesses communistes de Lille, étudiante à l'ESJ. Vous avez participé au blocage. Où en est le mouvement ce soir? Voilà, Sarah qui n'a pas l'air vraiment de m'entendre. On va retrouver... je voudrais qu'on parle d'un aspect. Vous avez demandé à Sciences Po de rompre les partenariats avec des universités israéliennes. Au nom du drame que vivent les Palestiniens de Gaza, la direction de Sciences Po a refusé. Benjamin Pétrovert, que sait-on de ces universités israéliennes? Alors, il faut d'abord savoir que Sciences Po est l'une des universités françaises qui coopère le plus en fait avec les universités israéliennes. Elle possède des partenariats avec les plus grandes d'entre elles, à savoir l'université Ben Gurion du Negev, l'université de Tel Aviv, l'université hébraïque de Jérusalem ou encore IDC de Herzliya qui est spécialisée dans les hautes technologies. 9 présidents d'universités israéliennes. Autrement dit, la plus large part de ce qui dirige aujourd'hui les universités ont publié il y a quelques jours un communiqué. Un communiqué assez inquiet face à la situation qui règne non seulement à Sciences Po, mais également sur ce que l'on voit dans les universités américaines. Et ils invitent en fait les étudiants juifs du monde entier à venir
dans leurs établissements à eux, étudier s'ils se sentent en danger. Il faut préciser que ces universités israéliennes sont des lieux habituellement de contestation. Il faut bien comprendre ça. Ce sont des lieux où les élèves, mais aussi souvent les professeurs, sont les plus virulents opposants à Benjamin Netanyahou. Et il y a donc ce sentiment un petit peu d'incompréhension face à un mouvement, après tout manifester, pourquoi pas, mais réclamer la fin de la coopération entre Sciences Po et les universités israéliennes, c'est quelque chose que l'on ne comprend pas là-bas, parce que ce sont pour beaucoup souvent des militants anti-Netanyahou, anti-gouvernement. Ce sont les gens que l'on voit régulièrement manifester le week-end pour demander le départ de Benjamin Netanyahou. Et ce sont ces gens-là que les étudiants à Sciences Po aujourd'hui et ailleurs demandent une rupture de contact. Il faut préciser par exemple que le jour de l'indépendance en Israël, il y a régulièrement des débats, des indignations. En tout cas, ça fait débat, chacun choisira, parce que dans certaines universités israéliennes, on brandit non pas le drapeau israélien, mais le drapeau palestinien. Parce que certains étudiants, qui rappelons-le sont souvent arabes israéliens dans ces universités, eh bien, préfèrent commémorer la Nakba plutôt que célébrer l'indépendance de l'État d'Israël. Donc ça dit quelque chose sur l'incompréhension du côté des universités israéliennes sur ce souhait de vouloir rompre avec elles le dialogue. Merci beaucoup Benjamin Pétrovert. Hubert, quand on entend Benjamin, on se demande pourquoi vous ciblez ces universités israéliennes. Mais ce qu'a dit l'intervenant et qui est très juste, c'est qu'aujourd'hui il y a des contestations qui montent en Israël et qui sont durement réprimées. Et il y a notamment des professeurs qui aujourd'hui en Israël prennent position pour la cause palestinienne et qui sont victimes de menaces. Ou mais de là, renvois. Ce que dit Benjamin, c'est que dans ces universités, il y a globalement des opposants à Netanyahou. On voit le drapeau palestinien, donc finalement... Bien sûr, mais on peut en citer notamment deux, je pense. Il y a Shlomo Sand, qui est professeur à l'université de Tel Aviv. Shlomo, pardon, excusez-moi, je ne connaissais pas la prononciation. Et Ariella Aisha Azoulay. Et ce sont deux universitaires à l'université de Tel Aviv qui, eux, demandent par exemple l'arrêt des partenariats parce qu'ils pensent que c'est une mesure qui permettrait de faire pression pour que les libertés académiques, précisément, soient respectées dans les universités israéliennes. Aujourd'hui, les universités israéliennes ont beaucoup de partenariats avec l'armée, notamment, forment des agents, etc. Donc, il y a des liens à examiner. Il ne faut pas suspendre tous les partenariats, mais il faut regarder ce qui se passe. Et ensuite, il faut aussi dire que les libertés académiques aujourd'hui en Israël sont menacées. Et donc, il faut dialoguer avec ces personnes et rompre les partenariats quand c'est nécessaire. Vous savez ce que seraient les conséquences de cette rupture de contrat? Il y en a deux. La premièrement, c'est le retour des étudiants israéliens en Israël. Pour moi, désolé, mais faire partir des gens du territoire national sous prétexte que leur État dit telle ou telle ou fait telle ou telle chose, c'est un projet d'extrême droite. Ensuite, c'est pas ce que j'ai dit. Deuxième chose, on va couper le dialogue justement avec l'opposition à Netanyahou, parce que je suis désolé, le monsieur l'a bien dit et vous l'avez même accepté. La plus grande opposition à Netanyahou, c'est dans les universités israéliennes. En fait, au final, vous vous coupez de gens qui pourraient être vos amis. Jean-Sébastien. Moi, ce que je trouve toujours surprenant, c'est, encore une fois, je comprends vraiment qu'on se mobilise pour essayer de peser sur ce que vivent les Palestiniens. Je ne suis pas certain que ça change grand-chose en empêchant la tenue d'examen. Mais bref, mais vous parliez de liberté académique. Mais est-ce que vous vous mobilisez pour les libertés académiques en Égypte? Est-ce que vous vous mobilisez pour les libertés académiques en Syrie? Vous parliez même d'université. Oui, ou en Iran, par exemple, parce que vous parlez même d'universités. Beaucoup de Palestiniens se forment dans les universités, ou se formaient avant le 7 octobre, dans les universités israéliennes. La réalité de ce pays-là, de ces pays-là, elle est extrêmement complexe. Vous projetez une vision comme s'il y avait un criminel absolu et des victimes absolues, ce qui n'est pas le cas, puisque, et je ne parle pas là des civils, mais des responsabilités politiques de chaque côté. Pourquoi faire porter à les universités sont des institutions civiles, même s'ils ont des partenariats avec l'armée? Est-ce que vous croyez que l'État d'Israël sans armée survit? Combien de temps survit l'État d'Israël? Je voudrais faire réagir Benjamin Pétrovert à ce que vous venez de dire. Est-ce qu'effectivement ces universités israéliennes intègrent des étudiants palestiniens, Benjamin? Alors, non seulement il y a des étudiants palestiniens, il y a beaucoup d'étudiants arabes israéliens, puisqu'on rappelle qu'en Israël, sur un pays de 8 à 9 millions d'habitants, il y a 2 millions d'arabes israéliens. Ce sont des citoyens qui ont les mêmes droits que les juifs. Il y a également des députés arabes israéliens à la Knesset, donc ils sont parfaitement représentés. Je voudrais juste dire une réaction par rapport à ce que vient de déclarer cet étudiant qui cite Shlomo Sand. Il faut qu'on rappelle qui est Shlomo Sand. Shlomo Sand fait partie de ce que l'on appelle les nouveaux historiens qui contestent au fond le récit israélien habituel. Il a écrit un livre qui s'appelle « Comment le peuple juif a été inventé ». Ça en dit long sur ce qu'il pense. Ça en dit aussi quelque chose sur Israël, qui est une démocratie. La preuve, il a le droit d'enseigner en Israël,
même s'il écrit un livre qui explique que le peuple juif a purement et simplement été inventé. Mais il ne faut pas utiliser le simple argument de Shlomo Sand pour justifier tout un mouvement qui, encore une fois, rappelons-le, va couper l'herbe sous le pied de ces gens-là, puisque ce sont les alliés des manifestants à Sciences Po. Ce sont eux qui, eux aussi, veulent faire tomber le gouvernement Netanyahou. Donc, est-ce que ce n'est pas contre-productif de vouloir cesser les contacts avec eux? Rappelons également le contexte dans lequel nous sommes, puisqu'au moment où nous parlons, le Hamas, actuellement, fait traîner, ne répond toujours pas à la proposition de libération des otages voulus par Israël. Il faut rappeler également que l'opération imminente qui va se jouer à Rafah a lieu aussi parce qu'Israël n'a pas de réponse du Hamas, qui ne veut toujours pas libérer les otages. Et c'est l'élément numéro 1 qui permettrait de faire cesser cette guerre. On va maintenant aller voir ce qui se passe aux États-Unis. Des jeunes occupent toujours des campus pour dénoncer les crimes à Gaza. La fièvre ne semble pas retomber. Antoine Delard, vous êtes sur un campus. Vous êtes à Washington, sur le campus de l'université George Washington. Quelle est l'ampleur du mouvement là où vous vous trouvez ? Écoutez, ici, il y a vraiment beaucoup de monde. Regardez, il y a des tentes qui sont installées depuis 8 jours. Ce campement n'arrête pas de grandir. J'ai compté 160 tentes tout à l'heure. C'est bien plus que ces derniers jours. En fait, les étudiants ont pris le contrôle des lieux, de ce campus ici. Le symbole de cette prise de contrôle, regardez, c'est la statue de George Washington, l'ancien président qui a donné le nom à son université. Il a été rhabillé avec un drapeau palestinien et un kéfier sur la tête. Et puis en bas de cette statue, il y a un tableau avec les règles du campement. On notera notamment que les relations sexuelles sont interdites sur le campement, tout comme les drogues. Il est écrit également qu'il faut garder son optimisme révolutionnaire. Alors tout est fait ici, en tout cas, pour rester le plus longtemps possible. Tout est bien organisé. Il y a par exemple une infirmerie ici, derrière moi, qui a été montée. Et puis un peu plus loin, il y a des stands avec de la nourriture qui est donnée par des gens qui passent régulièrement ici pour soutenir les étudiants. Alors pour le moment, la police est présente, mais elle est très loin du campus, en tout cas très loin des manifestants. Je vais vous montrer, la police, elle se trouve au bout de cette rue là-bas. Il y a 2 voitures seulement qui sont déployées. La consigne en fait a été donnée aux forces de l'ordre de ne pas intervenir, tout simplement parce que ici ça se passe dans le calme, il n'y a pas de trouble à l'ordre public. Et pour le moment, donc, les autorités locales à Washington estiment qu'il n'est pas nécessaire de venir déloger les protestataires. Antoine, à travers le pays, alors notamment dans l'est des États-Unis. Voilà. Alors, il y a des étudiants, bien sûr, qui se mobilisent, des étudiants qui sont sincèrement choqués par ce qui se passe à Gaza. Ici, l'une des principales revendications, c'est que l'université coupe ses liens avec Israël et notamment qu'elle arrête d'investir dans des entreprises israéliennes. C'est vrai que les universités américaines, c'est des universités privées, donc elles investissent leur argent. Et notamment, ici, ils ont découvert, les étudiants, que l'université investit dans Lockheed Martin, qui est un fabricant d'armes, des armes qui sont livrées à Israël. Donc ils estiment que leur université participe et finance la machine de guerre israélienne. Et puis, il y a autour de ces étudiants, un peu des militants professionnels qui viennent de Black Lives Matter, qui viennent aussi du mouvement LGBT. Tous, en tout cas, ont un point commun. Ils sont extrêmement déçus par Joe Biden. Biden qui a appelé à la levée des blocages hier. Écoutez justement à ce sujet la réaction de l'une des étudiantes que j'ai rencontrée tout à l'heure. The things that Joe Biden said, I think. Le discours de Joe Biden, malheureusement, ne me surprend pas. Il a déjà montré qu'il ne veut rien faire pour arrêter les opérations génocidaires menées à Gaza. Je trouve ça écœurant que les universités répriment notre mouvement par la violence, au lieu tout simplement d'écouter nos revendications. Voilà, ce mouvement qui pose un problème politique désormais à Joe Biden parce qu'il a absolument besoin des voix de cette jeunesse pour l'élection, s'il veut gagner l'élection présidentielle en novembre prochain. Merci beaucoup Antoine Delard en direct de Washington pour BFM TV. Ulysse, ces Américains, ils manifestent contre leur gouvernement. Oui, surtout, ils manifestent contre ce qui se passe à Gaza, plus précisément. Mais c'est vrai que ce mouvement s'étend de façon étonnante à tout le pays. Il y a maintenant près de 40 universités. Avant-hier, on était à 30 universités où des sittings ont lieu. Alors, le plus souvent, des sittings minoritaires. C'est quelques centaines d'étudiants par rapport à des campus de plusieurs dizaines de milliers parfois d'étudiants. Donc, un mouvement minoritaire, mais qui fait tache d'huile dans tout le pays. Et il y a déjà eu, au cours des derniers jours, près de 4000 arrestations, car la consigne des présidents d'université, de plus en plus, c'est de faire évacuer les campus de façon musclée, si j'ose dire. Et l'intervention de Biden,
elle arrive après près de 3 semaines d'occupation de Columbia, c'est-à-dire très tardivement. Il a été accusé d'être resté silencieux et Donald Trump, évidemment, en a profité. Il a fait un tweet assassin sur Biden en le traitant de Joe crapule qui n'est pas capable de faire régner l'ordre dans son pays. Donc on voit que ça prend une dimension politique évidemment très importante à 8 mois de la campagne. Le président, il est un petit peu, désarmé entre guillemets face à ses étudiants, car effectivement, il ne peut pas ne pas continuer à soutenir Israël et en même temps, il est dans l'incapacité d'obliger Netanyahou à accentuer l'aide humanitaire et surtout à signer un cessez-le-feu. Donc pour Biden, la seule issue, ça serait qu'il y ait une trêve qui soit conclue dans les prochains jours. Alors jusqu'à présent, ça ne se fait pas, mais le Hamas a de nouveau dit ce soir qu'il allait poursuivre les discussions. Ça serait, je dirais, une façon pour Biden de relâcher un petit peu la pression qui pèse contre les États-Unis. En tout cas, ce qui se dit là-bas, c'est que ce mouvement, même s'il n'a rien à voir, mais ressemble quand même à ce qui s'est passé aux États-Unis en 1968, à l'époque en pleine guerre du Vietnam. Et il y a un enjeu pour les étudiants comme pour le pouvoir, c'est que cet été, il va y avoir les 2 conventions républicaines et démocrates pour désigner le prochain candidat de chaque parti. Et la convention démocrate, elle doit avoir lieu à Chicago. Et c'est là qu'en 68, il y a eu des émeutes extrêmement violentes qui ont évidemment ému toute l'Amérique. Et tout le monde se demande si ce mouvement va pouvoir durer jusqu'à la convention démocrate de Chicago. C'est l'enjeu. Et par ailleurs, disons une chose, c'est que le conflit s'est étendu un peu partout aux États-Unis, mais il fait tache d'huile également dans le monde entier, jusqu'en Australie, en Irlande, à Dublin, en Grande-Bretagne. On sera dans un instant en Grande-Bretagne. L'Université College de Londres. Et il y a plusieurs villes, petites villes universitaires britanniques qui sont également touchées par le mouvement. Donc on voit que le mouvement s'étend, même au Japon, il y a eu des mouvements de protestation. Donc même si c'est à chaque fois, et encore une fois répétons-le, des mouvements minoritaires, le mouvement s'étend. Ajoutons qu'il y a une université aux États-Unis qui s'est démarquée, l'université Brown, dans le Rhode Island, qui a accepté, à la demande des étudiants, d'examiner les investissements de l'université dans des universités israélienne. Donc, mais c'est la seule qui l'ait fait pour essayer de mettre fin à l'occupation et au sitting. Pour l'instant, les autres n'ont pas cédé. Et je dirais que la tendance des présidents d'université aujourd'hui aux États-Unis, c'est plutôt à la fermeté pour obliger, avec le soutien des forces de l'ordre, de faire rentrer les étudiants chez eux, de permettre les examens, mais pas au point de faire intervenir la garde nationale, ce qui serait un cran supplémentaire dans la violence aux États-Unis. Gwen, ce qui se passe aux États-Unis, ces mobilisations aux États-Unis, est-ce que ça a valeur de modèle pour vous? Bien sûr, en fait, comme vous l'avez très bien dit, évidemment, c'est une différence avec mai 68, mais on est dans une génération, encore une fois, aujourd'hui, qui veut se battre contre l'injustice, et avec ce mouvement international qui se fait, avec des blocus qui se font partout, parce que, il y a une réalité aujourd'hui, il y a 35 000 personnes qui sont tuées, et donc ça nous concerne toutes et tous, même si on n'est pas palestiniens. Mais il y a aussi une autre réalité aux États-Unis. Oui, personne ne conteste la réalité que vous décrivez sur ce qui se passe à Gaza, mais une autre réalité qui a été beaucoup plus accentuée aux États-Unis qu'à nous l'est en France, qui est l'antisémitisme. Oui, il y a des étudiants juifs comme des professeurs juifs qui ont été obligés de quitter les universités. J'ai une amie américaine que j'ai vue qui est venue à Paris il y a peu de temps, qui ne dit plus qu'elle est juive. Elle enseigne sur un campus sur la côte est américaine. Elle n'ose plus dire qu'elle est juive. Entendez que cette réalité-là, elle existe. Quand vous dites que vous prenez ça pour modèle, vous prenez donc tout comme modèle. Non, ça n'est pas, ça n'est tout simplement. Mathis, vous je n'ai pas dit que vous le disiez. Je vous dis juste, entendez que ça fait partie de cette dimension-là. Entendez que les slogans utilisés, bien souvent à la virgule près, les slogans utilisés sont les slogans qui ont été publiés aussi par la République islamique d'Iran ou les slogans du Hamas à la virgule près. Mathis Dupuis, s'il vous plaît. Bien sûr. Bien, je suis d'accord avec vous, mais ce qui est aussi, je ne dis pas que vous êtes antisémite vous-même. Ce que je vous dis, c'est qu'il y a eu dans ces manifestations, et surtout aux États-Unis, des slogans antisémites, des juifs qui ont été ciblés. Moi, j'ai eu, il y a 2 jours, au téléphone, une étudiante juive qui m'a dit qu'elle était juive, elle voulait me le dire, qui m'a dit qu'elle ne voulait plus aller à son université car elle se sentait en danger. Très rapidement, Hubert, et ensuite on va en Grande-Bretagne. Bien sûr, il faut lutter contre l'antisémitisme, mais c'est pour ça qu'il y a aussi des juifs présents dans les mobilisations. Je pense au collectif Tzedek, les juifs des coloniaux. Et en Israël et en France, il y a des étudiants juifs qui se mobilisent. Il faut aussi les respecter et encore heureux qu'on soit plus nombreux dans cette lutte. Et voilà. On va à Londres retrouver Laura Calmus. Laura, est-ce que les mobilisations aux États-Unis et en France trouvent aussi un écho en Grande-Bretagne ?
Exactement, les étudiants ici expliquent que cette mobilisation a été inspirée par ce qu'ils ont pu voir aux États-Unis. Alors ici au Royaume-Uni, les mobilisations ont commencé dans le nord de l'Angleterre, à l'université de Manchester, de Newcastle ou de Leeds. Et depuis hier, c'est ici dans l'un des campus de UCL, University College London. Alors ici, les étudiants revendiquent presque tous la même chose. Ils demandent de bloquer les liens entre leur université et les universités israéliennes et demandent également un rétablissement du système éducatif à Gaza. Alors l'accès est interdit sans carte étudiant, l'accès a été bloqué, mais on peut voir de l'autre côté des grilles qu'une petite dizaine de tentes ont été érigées. Des personnes sont actuellement en train qui restent à l'intérieur des tentes. Ils ont l'intention d'y passer la nuit. Un peu plus tôt dans la journée, il y avait des personnes qui se sont rassemblées devant ces grilles, une dizaine de personnes qui ont chanté des slogans, les mêmes qu'on a l'habitude d'entendre lors des manifestations pro-palestiniennes et qui ont apporté également des vivres, de la nourriture, des packs d'eau et également quelques tentes. Alors ici, pour le moment, cette mobilisation est complètement pacifique. Il y a pour l'instant, les universités n'ont pas pris de mesures, aucune mesure et aucune force de l'ordre n'a été déployée. Merci beaucoup Laura Calmus. Très rapidement, Jean-Sébastien, vous aviez une précision à nous apporter. On a appris, semble-t-il, que la République islamique d'Iran a payé certains manifestants. Ça ne veut certainement pas dire que les gens qui se mobilisent sur les campus seraient tous manipulés par les frères musulmans ou par la République islamique d'Iran. Mais les services de renseignement occidentaux ont établi le fait que les Iraniens sont aussi en train de s'intéresser à ces mouvements-là. Non pas qu'ils les aient organisés, mais ils les manipulent, ils essaient de les instrumentaliser. Ulysse. Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est que les étudiants américains, comme certains en Grande-Bretagne, au Canada ou en Australie, utilisent le terme de génocidaire, de risque génocidaire. Or, il faut rétablir la réalité des faits, c'est-à-dire que jamais il n'a été démontré qu'il y avait un risque génocidaire en Israël, à Gaza, et en particulier la Cour internationale de la Haye n'a jamais rendu une décision indiquant qu'il y avait eu un risque de génocide à Gaza. Et pourtant, les étudiants continuent à répéter ce slogan en dénonçant les risques génocidaires. Donc ça, c'est quelque chose qui est troublant parce qu'on a l'impression qu'ils ne veulent pas entendre qu'il y a une réalité qui n'est pas celle qu'ils décrivent. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, bon, sans doute des pays comme l'Iran cherchent à instrumentaliser ces mouvements, mais il y a un profond mouvement à l'intérieur de la jeunesse américaine et française, européenne, etc., par rapport à ce qui se passe à Gaza. Donc, on ne peut pas le nier. Et la question, c'est que les gouvernements, à commencer par le gouvernement américain, mais aussi le gouvernement français, sont plutôt désarmés face à ce qui se passe. Ils ne savent pas comment canaliser cette révolte de la jeunesse qui était totalement inattendue et qui a surgi et que plus personne ne peut arrêter. Combien de temps va-t-elle durer ? Encore une fois, la seule façon de mettre un terme à cette crise, ça serait qu'il y ait un cessez-le-feu ou un issue à Gaza. Et pour l'instant, on n'en prend pas le chemin. Merci beaucoup Ulysse. Merci à tous d'être venus sur le plateau de Week-end Direct.